tout un tas de briques en fait à mettre en place pour ramener de la confiance. Il y a quelque chose d'important aussi, c'est la structuration de la chaîne de valeur. C'est un marché qui est très fragmenté, comme tu le disais. Il y a des acteurs maintenant qui se développent sur tous les pans de la chaîne de valeur pour apporter plus de transparence. Il y a de la technologie qui se développe aussi pour ramener plus de liens entre les développeurs de projets et les acheteurs de crédit carbone. Pour ramener tout simplement de la transparence sur ce marché et donc de la confiance. Bienvenue sur FinScale, l'émission qui vous plonge au cœur de la transformation de la finance. Solène Niederkorn et ses invités explorent chaque semaine les initiatives qui façonnent l'avenir de l'industrie. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour à tous et bienvenue en studio pour un nouvel épisode de FinScale. J'ai la chance de recevoir Ludovic Chatou, qui est le CEO et le cofondateur de Reverse. Salut Ludo. Bonjour Solène, merci de me recevoir. Ravi de t'avoir au micro de FinScale et je remercie Margot Grégoire qui nous écoute peut-être pour cette très gentille mise en relation. Est-ce que tu pourrais juste te présenter 2 minutes pour nous dire un petit peu quel a été ton parcours avant Reverse ? Ouais, avec plaisir. Donc, je m'appelle Ludovic Chatou, j'ai 32 ans, je suis franco-allemand, donc j'ai grandi entre la France et l'Allemagne. J'ai fait une école de commerce à HEC, je suis sorti en 2016. Après l'école de commerce, je suis parti faire du conseil en stratégie pendant 2 ans. J'ai travaillé beaucoup pour des fonds d'investissement sur des problématiques de due diligence notamment. Et je suis parti au bout de 2 ans pour rejoindre un grand groupe de médias allemands. Et là-bas, j'étais en charge de M&A, donc je faisais de l'investissement et du M&A, et du lancement de nouveaux marchés pour des produits digitaux du groupe. Donc j'ai travaillé sur des problématiques assez internationales, on lançait des marchés dans 5 pays différents, grosso modo. Et en fait, en parallèle de ce travail, j'ai commencé à vouloir avoir un impact positif sur mon environnement. Et donc, en fait, en parallèle de ce travail, j'ai lancé une association qui s'appelle les Dimanches Solidaires en 2019 avec 2 amis. Donc, on travaille avec des maisons d'enfants à caractère social. Donc, c'est des foyers à Paris où on lançait en fait des activités sportives, culturelles, artistiques pour éveiller, sortir les enfants de la monotonie du foyer le dimanche. On a fait ça pendant quelques années et en 2021, au moment de la pandémie, j'ai commencé à lire et à écouter de plus en plus de choses autour des enjeux de réchauffement climatique et de transition environnementale. En 2021, j'ai décidé de quitter mon travail pour me concentrer là-dessus et passer mes 10 prochaines années, grosso modo, et plusieurs dizaines d'années même, à travailler là-dessus. Et donc, j'ai lancé Reverse avec 2 amis, Grégoire et Clément. Que tu avais rencontré où ? Grégoire et moi, on était à l'université ensemble. Donc, on a commencé à parler du projet. C'est mon meilleur ami d'université, grosso modo, on passe notre vie ensemble. On a commencé à parler du projet tous les deux. On voulait tous les deux travailler en fait dans l'environnement. On se disait la manière d'avoir le plus d'impact possible sur ces sujets, ce serait de monter une boîte. On avait tous les deux un petit peu aussi l'envie de monter une boîte. Rapidement, on s'est dit qu'il nous faudrait un ingénieur aussi dans l'équipe fondatrice. Et c'est là qu'on est rentré en contact avec Clément, qui est le meilleur ami de Greg de lycée, en fait. Donc tous les 3, on se connaît depuis très longtemps. Ouais. Et en fait, avant de monter la boîte, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est beaucoup intéressé à des solutions qui permettent d'éviter ou de séquestrer du CO2 à grande échelle dans des secteurs industriels qui sont difficiles à décarboner. Notamment parce que Clément, lui, vient du monde industriel. Il a travaillé très longtemps dans le monde industriel avant qu'on lance la boîte. Donc il s'intéressait particulièrement à ces sujets. On a rencontré du coup des développeurs de projets, donc des gens qui développent des technologies qui permettent d'éviter ou de séquestrer du CO2 à grande échelle. En les rencontrant, on s'est rendu compte en fait assez simplement que ce qui leur manquait pour développer leur activité, c'était de l'argent. Donc la mission de la boîte depuis le début, c'est de se dire tiens, comment est-ce qu'on peut apporter des flux financiers, donc orienter des flux financiers dans des technos qui permettent d'éviter ou de séquestrer du CO2 à grande échelle. Et c'est de là qu'on est tombé sur le marché dans lequel on est, qui est le marché volontaire du carbone, qui nous a pas mal intrigués, parce que d'un côté, c'est la réponse parfaite à notre question d'orienter des flux financiers dans des projets qui permettent d'éviter ou de séquestrer du CO2. Et de l'autre, effectivement, c'est un marché qui est très dysfonctionnel, je pense qu'on y reviendra, sur lequel il y a eu beaucoup de fraudes, de scandales. Donc voilà, ça nous a pas mal intrigués. Top. Alors, j'avais traité le marché régulé du carbone avec Valentin Lautier, que tu connais probablement, qui est le fondateur de Omayo. C'est un autre marché, donc j'invite les auditeurs, si ça les intéresse, à aller réécouter cet épisode-là. Vous êtes sur le marché volontaire du carbone. Est-ce que tu pourrais nous dire à qui s'adresse ce marché et peut-être nous faire une piqûre de rappel ? Je l'ai évoqué sur d'autres épisodes, mais pas une analyse très complète de ce que c'est. Donc, j'aurais aimé que tu reviennes sur ce marché volontaire de carbone. Oui, bien sûr. Merci. C'est une très bonne question pour commencer. Donc, merci. Effectivement, il y a 2 marchés principaux dans le carbone et c'est important de les distinguer, même s'il y a une convergence qui se met peu à peu en place entre ces 2 marchés. Je vais commencer par le marché réglementé ou régulé. Le plus connu, je pense, pour ton audience, c'est le marché européen du carbone qui s'appelle ETS, donc c'est European Union Emissions Trading Scheme, qui est celui dont tu as parlé avec Valentin. Le marché réglementé du carbone, le principe, c'est de faire décroître les émissions de CO2 des industries les plus polluantes. Donc dans le marché européen, par exemple, il y a les producteurs d'acier, les producteurs de ciment, etc. Le principe, c'est qu'on va mettre un plafond d'émissions tous les ans que du coup les acteurs du marché ne peuvent dépasser et le plafond du coup va décroître d'année en année. Et l'idée, c'est un petit peu un principe de pollueur-payeur, parce que si tu es au-dessus du
du plafond, tu vas devoir en fait acheter des quotas carbone pour payer en fait pour tes excès de pollution. Si t'es en dessous, tu vas pouvoir les vendre, gagner de l'argent, etc. Donc le but, c'est vraiment de faire décroître des émissions de CO2 dans des secteurs qui sont particulièrement émetteurs en CO2. Le marché volontaire, c'est un marché qui est parallèle à ce marché-là, qui s'est développé dans le début des années 2000 sur la base du protocole de Kyoto et du mécanisme de développement propre qui avait été du coup acté avec le protocole de Kyoto. Le principe de ce marché, c'est d'accélérer le financement de projets qui permettent d'éviter ou de séquestrer du CO2. Donc la manière dont fonctionne ce marché, c'est que d'un côté, on a des porteurs de projets ou des développeurs de projets qui sont généralement des petites ou des moyennes entreprises qui développent des projets soit naturels, comme des projets de reforestation ou des projets technologiques qui permettent d'éviter ou de séquestrer du CO2. Et pour chaque tonne de CO2 qui vont permettre d'éviter ou de séquestrer, ils peuvent émettre un crédit carbone, s'ils répondent à un grand nombre de critères par ailleurs. Ils peuvent donc émettre un crédit carbone pour chaque tonne de CO2. Et de l'autre côté, on a des acteurs qui sont des entreprises, généralement de taille moyenne ou grande, qui vont acheter des crédits carbone dans le cadre d'une stratégie environnementale ou une stratégie net zéro pour contrebalancer leurs émissions résiduelles de CO2. Le principe de ce marché, c'est vraiment de financer les projets et accélérer en fait le financement de projets qui permettent d'éviter ou de séquestrer du CO2 à grande échelle. Top. Alors, je t'avais dit quand on avait préparé cet épisode que j'avais fait un épisode où j'avais abordé le sujet. Et j'avais été un petit peu naïve, on va dire, dans la façon dont j'avais, très honnêtement, dans la façon dont j'avais préparé cet épisode. J'avais pas été au fond des choses et je m'étais fait tacler par un de mes auditeurs qui m'a dit « Mais Solène, tu ne peux pas dire ça, il faut que tu précises certaines choses. C'est un marché qui est encore fragmenté, qui est encore assez jeune et qui est dysfonctionnel. Donc, j'aimerais qu'on apporte encore plus de clarté à mon audience et je m'excuse de ne pas avoir été au fond des choses au cours de cet épisode. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi c'est un marché où il y a encore aujourd'hui des abus ? Ouais, alors c'est un marché qui est jeune et plus si jeune, en fait, si on considère que ça fait quand même depuis le début des années 2000 qu'il existe. Mais c'est un marché qui, à l'heure actuelle, est encore assez petit, dans le sens où il fait à peu près 2 milliards de dollars à l'échelle internationale. Donc ça, c'est la demande de crédit carbone à l'échelle mondiale, et qui doit atteindre environ 40 à 50 milliards dans les 10 prochaines années. Pourquoi ça ? Parce que l'enjeu de financement de la transition environnementale, il est colossal. Et le marché volontaire du carbone, c'est une pièce essentielle de cette réponse à l'enjeu de financement. Grosso modo, il y a des études qui étaient sorties avant l'arrivée de Trump au pouvoir, qui montraient qu'il fallait débloquer plus de 3 500 milliards de dollars additionnels par an pour atteindre une société neutre en carbone. C'est plus que le PIB de la France. Et donc le marché volontaire du carbone, c'est une pièce essentielle, puisque comme je le disais, c'est un marché qui permet de financer ces projets. En revanche, effectivement, depuis le début des années 2000, c'est un marché qui s'est développé de manière assez archaïque. La certification de crédit carbone, par exemple, sont des processus qui se font encore au travers d'échanges de PDF, d'Excel. Il y a un énorme nombre d'acteurs, en fait, qui sont impliqués dans la certification de crédit carbone. Ça prend 12 à 24 mois pour certifier un crédit carbone. Et il y a 30 à 70% de la valeur du crédit carbone, grosso modo, qui va des intermédiaires et non pas aux développeurs de projets sur le terrain. Donc ça, c'était le premier sujet. Ce grand nombre d'acteurs fait que tu as une énorme opacité sur le marché. Et du coup, en fait, il y a peu de liens entre les acheteurs de crédit carbone et les développeurs de projets. Et donc, en fait, cette opacité fait que c'est un marché dans lequel les gens sont manquent de confiance, grosso modo. De l'autre côté, du côté de la demande, effectivement, il y a eu pas mal d'abus. Il y a eu quelques abus qui sont sortis à grande échelle, c'était des gros abus. Il y a des articles, notamment dans le Guardian, ces quelques dernières années, qui ont pointé, effectivement, par exemple, le fait que plus de 90% des crédits carbone du pool principal de crédits qui avait été émis par le plus grand certificateur qui s'appelle Verra étaient en fait des crédits fantômes. De l'autre côté, du coup, tu avais des grosses entreprises, typiquement... C'est quoi pour toi des crédits fantômes ? C'est-à-dire que ça ne finançait rien derrière ? Aucun projet ? En fait, ce qui s'est passé dans ce cas spécifique, c'est que c'était des projets qu'on appelle de déforestation évitée, donc c'est REDD+, en anglais. Le principe, c'est de dire que tu as une zone forestière qu'il faut que tu protèges, que tu ne devrais pas couper. Si tu la coupes, ça va réémettre du CO2, grosso modo, qui est dans la forêt. Mais en fait, la manière dont tu vas évaluer si cette forêt a été coupée sans le financement du crédit carbone est extrêmement complexe. Donc le principe c'est de dire, si j'ai pas de crédit carbone, je vais devoir couper la forêt parce que économiquement c'est pas viable pour moi de ne pas couper cette forêt. Le crédit carbone me permet finalement de ne pas couper cette forêt parce que c'est un financement supplémentaire qui me permettra de ne pas avoir à la couper. Dès lors, en fait, la mesure de ce type de projet est extrêmement complexe. Comment est-ce que tu définis si la forêt aurait été coupée ou non ? Ce qui s'est passé dans ce cas-là, en plus, c'est qu'on s'est rendu compte que certaines des forêts qui faisaient partie de projets qui ont été financés étaient en fait des espaces naturels protégés, notamment aux États-Unis. Donc, la mesurabilité de ce projet est assez complexe. Top. Je t'ai perdu. Non, mais du coup, après, non, mais c'est une autre question. Et après, du coup, de l'autre côté, ce qui se passait, c'est que tu avais des entreprises qui achetaient ces crédits carbone, qui en fait, du coup, avaient peu de visibilité sur les projets, ne comprenaient pas d'où ça venait, quel était le projet, etc. Il y a eu aussi une course, en fait, à avoir des
prix les plus faibles possibles sur ces crédits carbone, et c'était beaucoup utilisé dans des logiques de compensation carbone. Donc, c'était des grosses entreprises qui allaient acheter ces crédits carbone pour dire j'ai compensé mes émissions, je suis neutre en carbone. En fait, ça n'a pas de sens d'un point de vue scientifique pour une entreprise de dire qu'un produit est neutre en carbone, c'est pas vrai. Et acheter un crédit carbone ne permet pas de dire que le produit est neutre en carbone. Ce qui se passe maintenant, heureusement, c'est que des régulations sont entrées. Par exemple, à l'échelle européenne, il y a une régulation qui s'appelle la Green Claims Directive qui interdit maintenant le fait de dire qu'un produit est neutre en carbone, surtout si c'est des produits de grande consommation. Le terme de neutralité carbone, les gens sont plus éduqués maintenant et donc personne n'est dupe à ce niveau-là. Donc il y a à la fois des régulations plus une conscience, je pense, populaire qui est montée, qui fait que c'est un marché maintenant qui va, on va dire, s'améliorer et se structurer parce que justement on rentre dans une nouvelle phase où on part de la logique un peu archaïque, où ça s'est construit sur des bases archaïques, à une nouvelle phase où il faut financer des projets, il y a des régulations qui se mettent en place pour permettre à ce marché de se développer justement. Ouais, donc ça prouve quand même que c'est un marché qui reste malgré tout assez jeune. C'est un marché. On est uniquement dans la phase de construction maintenant. On est dans une phase de... Voilà, il y a eu des bases qui ont été posées ces 20 dernières années, maintenant on est dans une phase effectivement de structuration du marché pour lui permettre de scaler effectivement dans les 10 prochaines années. Est-ce que tu pourrais revenir sur les standards ? Tu en as évoqué un. Est-ce que tu pourrais nous dire combien il y a de standards et qu'est-ce qu'il y a derrière ces méthodologies ? Oui, tout à fait. Donc, pour certifier un crédit carbone, ce qui se passe, c'est qu'un développeur de projet va devoir utiliser une méthodologie et faire évaluer son projet contre cette méthodologie. Donc la méthodologie détaille un grand nombre de critères où le projet va devoir montrer sa mesurabilité, comment est-ce que les tonnes de CO2 évitées ou séquestrées vont être vérifiées tout au long de sa durée de vie, comment on va les quantifier, quelle est l'additionnalité du projet, donc bref, tout un grand nombre de critères. Ces méthodologies, elles sont opérées par des standards de certification qui, d'un côté, effectivement, vont être les gardiens de la méthodologie et s'assurer que la méthodologie soit de haute qualité, effectivement, et après vont orchestrer aussi tout le processus avec des auditeurs tiers indépendants qui travaillent avec les standards, donc c'est des auditeurs qui ont des normes ISO spécifiques et qui vont donc venir auditer les projets contre la méthodologie. Donc le standard est un rôle important dans le marché, dans le sens où c'est lui effectivement qui va être le garant de la qualité du crédit carbone qui est émis. Les gros standards qui existent sur ce marché s'appellent Verra et Gold Standard notamment. Il y a des nouveaux acteurs comme Rivers du coup qui ont émergé effectivement pour certifier de nouveaux types de projets, généralement avec des spécialisations géographiques ou sur un certain type de projet. Dans le monde, je pense qu'il y a pas mal de standards qui existent, qui sont développés sur différents types de projets. En revanche, il y a des accréditations qui existent pour les standards de crédit carbone dans le monde, notamment l'accréditation principale s'appelle l'ICROA, donc c'est ICROA. Il y en a une autre qui s'appelle l'ICVCM, donc c'est ICVCM, c'est un peu une soupe d'acronymes, ce marché de manière générale. Les standards accrédités par l'ICROA, t'en as 13, enfin une grosse dizaine dans le monde à l'heure actuelle. Rivers a été le premier standard à être accrédité dans l'Union européenne sous la nouvelle procédure de l'ICROA qui est un petit peu plus exigeante justement pour faire monter le niveau de qualité sur ce marché. Mais donc, tu as une grosse dizaine de standards dans le monde, grosso modo, qui font foi et qui émettent des crédits carbone de qualité. Et une fois que le standard que le crédit carbone a été analysé, est-ce que c'est une revue, un audit annuel ? Oui, alors ça dépend selon les standards. Justement, quand je dis que le standard est en charge après du processus de vérification et du lien avec les auditeurs, chaque standard généralement a un petit peu ses règles spécifiques. Nous, ce qu'on a mis en place avec Rivers, c'est que les projets sont audités à minima tous les ans. Donc, quand un projet va arriver chez nous pour certifier des crédits carbone, on va avoir une phase d'onboarding qui s'appelle la validation du projet, qui va être l'audit initial du projet, où en fait, on va vérifier son éligibilité, on va permettre de quantifier ces crédits carbone grâce à des modèles que notre équipe scientifique développe et qui sont publiquement accessibles, que tout le monde peut aller voir. Et après, effectivement, le projet, dans cette phase d'onboarding ou de validation, comme on l'appelle, va devoir définir un plan de vérification et de monitoring du projet. Et donc, tu as un auditeur qui va venir auditer tout ça en profondeur, valider le projet initialement. Et après, tous les ans, pendant la durée de vie du projet, le porteur de projet doit venir apporter des preuves que la tonne de CO2 a été évitée ou séquestrée. Donc, c'est de la donnée, grosso modo, qui va uploader sur la plateforme pour permettre de vérifier que le plan de vérification est bien suivi. Et donc, tous les ans, tu as un audit. Et tous les 5 ans, on refait un audit complet de validation pour s'assurer que le projet est toujours bien additionnel, que les hypothèses qui avaient été prises à la base sur notamment le scénario de référence sont bien les bonnes. Voilà. Top. Alors, si on synthétise, je dirais, les points clés sur ce marché-là, qu'est-ce que tu verrais comme élément prioritaire pour rendre ce marché sain et beaucoup plus efficient qu'il ne l'est actuellement? Alors, tu as parlé de la réglementation, tu as parlé de l'amélioration des standards, tu as parlé de l'ICROA. Quels sont les autres éléments qu'on peut imaginer? Ouais, c'est la pierre vraiment angulaire et ce qui manque dans ce marché à l'heure actuelle, c'est de la confiance. Il faut que les acteurs de ce marché aient une confiance plus forte pour pouvoir s'y engager. On est à l'heure actuelle sur une phase de structuration, comme on le disait tout à l'heure, où du coup, il y a
encore une demande qui est encore trop faible par rapport à ce qu'elle devrait être dans quelques années. Pour apporter cette confiance, effectivement, il faut des choses à la fois du côté de l'offre et du côté de la demande. Du côté de l'offre, comme je le disais, il faut améliorer la qualité des crédits carbone qui sont mis sur le marché. Donc, il y a beaucoup de travail qui est mis en place au niveau de l'ICROI et de l'ICBCM ou d'autres standards internationaux pour venir élever les exigences sur la certification de crédit carbone et s'assurer que les standards, du coup, délivrent des crédits carbone de la plus haute qualité. Il y a un point réglementaire également. Il y a des régulations qui sont mises en place maintenant, par exemple au niveau européen. L'Union européenne travaille sur un mécanisme qui s'appelle le CRCF, donc c'est Carbon Removal and Carbon Farming Certification Framework, qui vise à harmoniser la manière dont on certifie des crédits carbone issus de projets de séquestration de CO2 sur le territoire européen. Donc ça va viser en fait à harmoniser la qualité des méthodologies entre les différents standards et que l'Union européenne ait une place en fait pour dire ce qui est une bonne méthodologie ou pas une bonne méthodologie, justement. Et après, du côté de la demande, il y a à la fois, effectivement, je pense, un travail d'éducation en interne chez les entreprises pour sortir, en fait, d'un langage qui soit effectivement du greenwashing, de dire, tiens, je suis neutre en carbone parce que j'ai acheté des crédits carbone à 2 € la tonne, par exemple. Et ça est permis notamment par de la régulation, comme je disais, avec l'Union européenne, par exemple, qui a sorti sa Green Claims Directive pour empêcher, justement, ce genre de langage. Donc, c'est tout un tas de briques en fait à mettre en place pour ramener de la confiance. Il y a quelque chose d'important aussi, c'est la structuration de la chaîne de valeur. C'est un marché qui est très fragmenté, comme tu le disais. Il y a des acteurs maintenant qui se développent sur tous les pans de la chaîne de valeur pour apporter plus de transparence. Il y a de la technologie qui se développe aussi pour ramener plus de liens entre les développeurs de projets et les acheteurs de crédits carbone pour ramener tout simplement de la transparence sur ce marché et donc de la confiance. Alors, le secteur financier, FinScale, c'est quand même un podcast qui est quand même destiné aux personnes qui bossent dans le secteur financier. En quoi les acteurs du secteur, que ce soit les banques, les fonds, les trading desks, s'intéressent à ce marché-là en particulier ? Oui, de plus en plus. Donc, il y a toujours eu des acteurs financiers qui étaient sur ce marché. Il y a des trading desks qui existent au niveau du marché du carbone volontaire. Mais il y a de plus en plus de banques, notamment maintenant, qui s'emparent de ce marché-là. Pourquoi ? Parce que c'est, comme je le disais, un marché qui va devenir très important dans les 10 prochaines années, qui va faire peut-être x20 en termes de taille dans les 10 prochaines années. Pourquoi ça ? Parce que c'est un marché qui est essentiel pour la transition environnementale et que du coup, notamment tous les États maintenant s'emparent de ce marché et mettent en place des régulations pour lui permettre de se structurer et de scaler. À partir de là, du coup, c'est un marché qui va devenir important d'un point de vue financier. Donc, les banques, ils voient, je pense, un intérêt en se disant, tiens, c'est une source de revenus potentiels supplémentaires. Et notamment pour les trading desks, le fait que des grosses entreprises, par exemple du CAC 40, soient de plus en plus actives sur ce marché fait que c'est une source de revenus pour eux. Ce qu'on dit parfois et que je trouve intéressant, c'est que le CO2, de manière générale, c'est un petit peu les poubelles du 21e siècle. Donc, tout le marché, en fait, de la collecte de déchets, du traitement de déchets, c'est quelque chose qui s'est développé à la fin du 19e siècle. Donc, c'est assez jeune et qui s'est très fortement structuré sur le 20e siècle. Les marchés carbone et notamment le marché volontaire du carbone pour financer des projets, donc tout le traitement du CO2, c'est quelque chose qui se développe depuis la fin du 20e siècle, début du 21e siècle et qui va être un petit peu l'enjeu principal de nos sociétés au 21e siècle. Donc, c'est une filière économique qui va être très importante. L'enjeu d'élimination de CO2, par exemple, c'est un marché qui est vraiment naissant à l'heure actuelle. Donc, toutes les technologies d'élimination de CO2 de manière durable, c'est des technologies en fait qui ont vu le jour assez récemment. C'est un marché qui doit représenter plus de 1000 milliards de dollars. Donc ça, c'est l'intégralité du marché vraiment des producteurs de technologies d'élimination de CO2 d'ici 2050. C'est grosso modo une taille qui est semblable à celle de tout le cloud computing aujourd'hui. Donc l'enjeu, grosso modo, c'est aussi un enjeu de souveraineté. En fait, qui sont les pays, quelles sont les géographies qui vont émerger le plus rapidement pour permettre à ces filières de se développer ? Il y a une question. Les États-Unis sont partis très fort sur ces sujets. L'Europe essaye de garder le rythme, notamment parce qu'on a un pool immense de talents, on a aussi beaucoup de ressources en termes de biomasse pour permettre d'éliminer du CO2. On a des universités scientifiques qui sont les meilleures dans le monde. Donc, tu as un vrai enjeu en fait, économique autour de ça. Et donc, c'est aussi pour ça que le marché financier s'en empare. Alors, si on revient juste au trading desk, est-ce que tu pourrais nous expliquer en fait, les plateformes qui sont utilisées par les traders Non, mais c'est peut-être bête comme question. Non, pas du tout. Pas du tout. Et donc, quelles plateformes ils utilisent ? Est-ce qu'il y a du primaire, du secondaire ? Comment ça fonctionne ? Oui, tu as les deux. Donc, c'est un marché qui est plus... Enfin, le marché primaire, on va dire, est plus important que le marché secondaire, même si le marché secondaire existe déjà. Donc, un trading desk de crédit carbone, généralement, va valider certains standards, donc travaille avec des standards qu'il va reconnaître comme les standards qu'il peut utiliser.
généralement, les trading desks vont avoir pour exigence, par exemple, que le standard soit validé par l'ICROA ou l'ICVCM, donc les grosses accréditations dont je parlais. Et le comité de risque de l'établissement. Oui, exactement. Donc non, mais c'est très long en fait de se faire. J'imagine. Ouais, on travaille avec la BNP, nous par exemple, le fait de se faire valider par la BNP, ça a été extrêmement long parce que le nombre d'échelons de risque que tu dois passer effectivement à ce niveau-là sont. Ce qui est bien parce que du coup, ils font un travail qui est assez approfondi et avoir cette validation est aussi un bon signe sur la qualité de ce que tu fais. Et du coup, donc ils vont sélectionner certains des standards avec lesquels ils peuvent travailler parce qu'ils estiment que la qualité et le niveau de risque du coup est correct pour qu'ils puissent effectivement trader ce genre de produit. Et après, effectivement, tu as tout un tas d'acteurs qui sont développés pour permettre de faciliter les échanges. Donc, tu as déjà des bourses, en fait, donc des exchanges de crédit carbone. Tu as CBL, par exemple, qui est une grosse bourse carbone qui s'est développée à ce niveau-là. Et donc, les traders, effectivement, vont utiliser généralement ces plateformes d'échange pour l'activité. Mais c'est différent du coup des plateformes qui sont utilisées pour les marchés régulés. Ouais, exactement. Donc après, je crois qu'il y a des entreprises qui pour le coup développent une plateforme volontaire et une plateforme régulée, mais il me semble que c'est ICE notamment la plus grosse sur le marché régulé. Ouais, ça j'en avais parlé avec Valentin. Ouais. Alors que c'est plutôt expensive CBL sur le marché des traders volontaires. Ok, top. Très très clair. Merci beaucoup. Ok, alors on a une vision très très claire du marché. Merci d'avoir pris le temps. Maintenant, si on parle plus spécifiquement de Reverse et du départ, de comment vous vous êtes lancé, quel a été, on va dire, votre bêta? Qu'est-ce que vous avez lancé au tout départ? Parce qu'en fait, ça semble juste gigantesque de dire que vous allez développer tout un mécanisme d'accréditation. Donc, par quoi vous avez commencé? Ouais, donc nous, le début, ça a été les projets, comme je disais. On a rencontré des développeurs de projets sur le terrain, on s'est rendu compte qu'il manquait d'argent, donc il faut qu'on trouve tous les moyens d'apporter de l'argent, enfin, d'orienter de l'argent vers ces projets. Et c'était quoi comme genre de projet? Le premier qu'on avait visité, c'est Manufacture Bois Paille, par exemple, qui est une boîte dans la région lyonnaise, qui produit du bois paille, effectivement. Donc c'est un isolant à base de bois et de paille pour la construction, qui du coup est à la fois isolant, qui est largement émetteur en termes de CO2, que c'est alternatif carboné. C'est une super boîte de la région lyonnaise. Donc je crois que c'est le premier projet qu'on a visité en 2021. Donc vous voulez visiter, vous leur rendez visite, qu'est-ce qui se passe? Ouais, non mais du coup on les a trouvés parce que Clément habite à Lyon, donc on s'était rendu compte que c'était un projet qui était intéressant, on allait les voir, on s'est dit tiens il manque d'argent. Ce qui est rigolo c'est que c'est un de nos clients maintenant, on est retourné les voir avec l'équipe là il y a 6 mois et l'entreprise c'est fortement développé, pas que grâce au crédit carbone, mais il y a eu pas mal de transactions de crédit carbone qui sont apportées. Donc c'est intéressant de voir aussi le développement de ces projets en fait grâce à ce qu'on fait. Et enfin pour le coup c'est surtout grâce à ce qu'ils font, mais de voir qu'on a pu contribuer d'une certaine manière à ça c'est intéressant. Donc on a rencontré des développeurs de projets, on s'est dit tiens faut qu'on trouve un moyen de les financer. À partir de là on est tombé sur le marché du crédit carbone, comme je te le disais, qui nous intriguait parce que bonne réponse à ce qu'on cherchait à faire est très dysfonctionnel. Et en creusant un petit peu le marché, nous on s'intéressait notamment à des projets industriels en Europe généralement, enfin d'ailleurs à l'époque uniquement en Europe. Et en regardant ce que les standards de certification faisaient, on s'est rendu compte qu'il y avait un gros trou au niveau des méthodologies sur le type de projet qu'on voulait faire. En fait, la majorité du marché, la manière dont c'est développé depuis le début des années 2000, c'était avant tout sur des projets forestiers, des projets qu'on appelle nature-based notamment sur le marché, ou des projets d'énergie renouvelable dans le sud global, et assez peu concentré sur des projets en fait industriels en Europe par exemple. Donc un peu naïvement à l'époque avec Greg et Clem, on s'est dit tiens en fait on va créer un nouveau standard et des nouvelles méthodologies et ça va marcher. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit tiens c'est un peu naïf, vraiment trop ambitieux de faire ça. En tout cas pas naïf mais ambitieux. Ouais mais on se disait comme le but de la boîte à l'origine c'était de se dire tiens on a envie d'avoir un maximum d'impact, on s'est dit si on crée quelque chose autant qu'on y aille à fond et qu'on essaie de faire quelque chose qui puisse vraiment devenir grand, qui puisse vraiment avoir un maximum d'impact. Tout le business model de la boîte à la fin est lié au nombre de tonnes de CO2 qui vont être vérifiées et financées via le standard Reverse. Et du coup, plus la boîte grossit, plus on aura d'impact. Donc on s'est dit, tiens, il faut qu'on y aille en fait à fond et qu'on fasse peut-être la chose qui est la plus audacieuse, mais avec laquelle on peut avoir le maximum d'impact. Et c'est un peu ce qui nous drive encore aujourd'hui. Ouais. En fait, à chaque nouvelle étape de la boîte, on se dit, tiens, on va se relancer dans ce truc qui a l'air compliqué, qui est assez, qui paraît pas facile sur le papier, mais on peut probablement le débloquer. Et on était assez convaincus aussi qu'avec un gros niveau de résilience, en étant assez optimiste et en embauchant une excellente équipe, on puisse le faire. Ouais. C'est là qu'on a eu de la chance et qu'on a des gens formidables qui nous ont rejoints. Et on a des équipes scientifiques, technologiques et opérationnelles avec des gens qui sont brillants et extrêmement bons, qui nous ont beaucoup aidé à développer ça. Mais donc voilà, on est parti des projets, on s'est dit tiens, on va monter un standard, tout le monde a dit c'est naïf, ça va pas le faire, c'est compliqué, on y va. On a sorti une première version du standard en 2022, et on a beaucoup douté parce que tu es dans une phase de structuration du marché, ça prend du temps, faire reconnaître un standard c'est long. Avoir l'ICROA, c'est quelque chose qui était
c'était... En plus, quand on a candidaté l'ICROI pour la première fois, ils étaient en pleine refonte de leur accréditation, justement, pour élever le niveau d'exigence sur le marché. Donc, ça a pris plus longtemps que ce qu'on pensait. Mais ouais, à force d'y aller, on a fait petit pas par petit pas. Et vous avez recruté quand même des personnes aussi très sachantes. Vous avez un advisory board, je ne sais plus, c'est Arnaud Bertin, non Non, on a Renaud Bétain, qui est le VP climat, qui est VP climat chez Sweep, et ça fait 15 ans qu'il travaille sur le marché. Ouais. On a Laura Beaulier, qui est la CEO des Climate Dividends, que tu connais, il me semble, qui travaille avec nous. Ouais. On a Fanny Floriot, qui a travaillé à l'ADEME pendant une dizaine d'années. Ouais. Donc voilà, on a aussi un comité technique avec des gens qui sont experts effectivement sur les différentes technologies qu'on va les certifier. On a surtout, en fait, ce qu'on a créé que d'autres standards n'ont pas, par exemple, c'est qu'on a une équipe scientifique interne, avec notre premier employé qui s'appelle Erika Dor, qui est américaine, basée à Paris, qui a un PhD en sciences environnementales, qui du coup travaille sur les méthodologies et les modèles de quantification qu'on développe. C'est pour ça qu'on est très confiant en fait sur la qualité de nos modèles et de nos méthodologies, parce que c'est vraiment une équipe scientifique interne qui s'appuie sur des experts externes sur les différents domaines qu'on va les certifier. On investit principalement dans cette équipe scientifique et notre équipe technologique pour s'assurer qu'on a un niveau de qualité qui soit important. Donc ça, c'était cette première étape. Votre validation, en gros, l'ICROI, ça a été le premier gros milestone. Vous avez commencé avec ces projets. Et qu'est-ce qui s'est passé une fois que c'était certifié? Comment vous avez fait connaître ces projets-là? Comment vous les avez amenés à rencontrer en fait leurs acheteurs? Ouais, donc la première phase de la boîte, ça a été la structuration du standard, sortir les méthodologies, s'assurer qu'effectivement on réponde aux exigences des grosses accréditations. Donc c'était assez long, ça a pris environ 18 mois, je pense, à bien établir le standard. Faire tourner notre plateforme aussi pour la certification, toute la collecte de données. On a un gros enjeu, nous, de collecte de données pour s'assurer que nos modèles de quantification et de vérification des projets soit de la qualité maximum. Ouais. Et après, effectivement, il y a toute une phase, une fois qu'on a eu l'ICROI, de vraiment mettre sur le marché ces crédits. Donc, c'est uniquement une fois qu'on a eu l'ICROI qu'on a pu travailler avec les gros revendeurs du marché. Notre modèle, nous, du coup, c'est qu'on crée de l'offre. Donc, on certifie les crédits carbone qu'on met sur le marché. Et après, il y a tout un tas d'acteurs qui sont actifs sur la vente de crédits carbone. Donc, il y a des marketplaces, il y a des consultants carbone, il y a des trading desks de crédits carbone, effectivement. Et donc là, on a mis en place des partenariats avec les plus gros acteurs du marché. C'est des boîtes qui s'appellent EcoAct, par exemple, qui est une filiale de Schneider Electric. On travaille avec Patch, qui est une grosse marketplace américaine de crédits carbone. On travaille avec la BNP, comme je disais, qui, eux, sont effectivement actifs sur la vente de crédits carbone. Et donc ça, c'était des partenariats qu'on a mis en place à partir de 2024. Et donc, comme on apporte aussi un nouveau type de crédit carbone sur le marché, nous, on est vraiment sur des crédits carbone qu'on appelle engineered en anglais, donc c'est des crédits technologiques ou industriels. Il a fallu aussi qu'on ait une longue phase pour leur expliquer comment c'était certifié. Ah ouais, c'est clair. Exactement. Donc, ouais. Parce que le cycle de vente avec ces revendeurs est extrêmement long. Parce que vous devez être validé, c'est quand même pas des petits groupes, des gros groupes derrière, comme tu expliquais. Ça prend à peu près combien de temps? C'est variable, ça peut aller de quelques mois à quelques années en fonction de... Enfin, si c'est une très grosse structure, comme les acteurs bancaires, on va plutôt aller sur du 18 mois, on va dire, en temps de validation. Pour des plus petites structures qui sont des consultants carbone, qui sont peut-être aussi plus spécialisés sur le marché et qui ont des process internes qui sont moins lourds, c'est quelques mois. Mais la manière dont ça se passe, c'est des gens qui nous connaissaient parce qu'on est sur le marché depuis quelques années maintenant, qui ont fait des revues en profondeur de notre standard, de notre plateforme, de nos méthodologies pour comprendre si c'était au niveau de qualité qu'ils attendaient. Une fois que tu es validé en tant que standard avec lequel ils travaillent, après, il y a toute une phase qui est leur faire comprendre les projets, qui rencontrent des développeurs de projets. On organise des visites terrain où des revendeurs et des acheteurs de crédit carbone vont voir nos projets pour comprendre ce qu'il y a derrière. Donc, ouais, c'est tout. Tout ce marché a un énorme enjeu d'éducation parce que c'est aussi des technologies qui sont parfois complexes à comprendre, qui sont formidables et c'est passionnant quand on se lance dedans. Mais il faut voir les projets parfois sur le terrain pour vraiment comprendre ce qu'il y a derrière. C'est quoi le modèle d'affaires de votre boîte ? On a un double modèle, c'est les développeurs de projets payent un abonnement pour accéder à notre plateforme de certification qui coûte entre 5 et 10 000 euros par an, sachant que dedans, il y aura notamment une analyse de cycle de vie qui est toute la quantification de ton impact CO2, mais pas que, qui généralement coûterait déjà entre 20 et 50 000 euros si tu le fais avec des cabinets de conseil. Donc, c'est plutôt économe en termes de coût pour un développeur de projet à ce niveau-là. Et une fois que les crédits carbone sont émis, nous, on prend un frais fixe par crédit lorsqu'ils sont vendus. Là où la plupart des standards vont prendre un frais par crédit lorsqu'ils sont émis, nous, c'était important en fait de nous rémunérer une fois que le crédit carbone était vendu et que du coup, tu avais de l'argent qui allait vers le projet.
parce que c'est plus équitable tout simplement. Notre but initial, c'est d'apporter du financement vers les projets, donc nous on veut se rémunérer une fois que les projets reçoivent du financement également. Top. Alors, tu parlais de la collecte de données. Il y a tout un enjeu de data. Moi, j'adore. On parlait de Sweep. J'ai la chance d'avoir eu Rachel Delacour qui est venue parler sur FinScale. On avait vraiment fait un épisode quasiment que sur ça. Justement, comment est-ce que vous collectez toutes ces données et quelle est la place que vous avez fait à la tech dans votre boîte ? Ouais. Nous, on est une boîte tech. Ouais. C'est une boîte scientifique et tech. C'est un peu comme ça qu'on se présente. On a une équipe scientifique qui développe un standard et des méthodologies et une équipe tech qui construit du coup une plateforme au-dessus du standard qui permettent d'un côté de faciliter la certification de crédit carbone pour les projets. Donc tout l'enjeu notamment de collecte de données, de quantification de tes émissions de CO2 évitées ou séquestrées. Et après tout le processus d'échange avec les auditeurs notamment pour émettre tes crédits carbone. Et après, le but de la plateforme, c'est aussi de donner de la transparence sur le marché pour les revendeurs, les acheteurs de crédits carbone. Donc, on a un deuxième produit qui s'appelle le registre, où on trace tous les crédits carbone, où on met en avant les projets, et on explique comment les crédits carbone ont été certifiés. Et c'est à cette plateforme que les revendeurs et les acheteurs de crédits carbone ont accès. Elle est publique, donc on peut y accéder par notre site, où en fait, on donne tous les détails et toute la données qu'on a collectées, notamment sur la certification. Donc, on est vraiment une boîte technologique. Sur la collecte de données, du coup, ta question initiale, comment est-ce qu'on collecte... Enfin, la chance qu'on a, nous, c'est que Clément, du coup, mon associé qui gère la partie scientifique et tech, vient justement, a énormément travaillé dans sa vie d'avant sur des sujets de collecte de données sur des sites industriels. La première étape, c'est quand on va décider de certifier un certain type de technologie, donc développer une méthodologie pour certifier ce type de projet. On va vraiment travailler avec des projets pour comprendre en détail quelles sont les données auxquelles ils ont accès, quelles sont les données qui vont avoir un impact en termes de séquestration ou d'évitement de CO2. Et après, du coup, on va apporter au projet une liste des types de données qui vont être cruciales. C'est généralement entre 30 et 40 données par type de projet qu'on va demander de manière annuelle, qui sont celles en fait qui ont un vrai impact en termes de CO2 évité ou séquestré. Et après, du coup, tu as tout un enjeu sur la plateforme pour faciliter effectivement l'upload de ces données, être très précis aussi dans ce qu'on va demander. On s'intègre aussi maintenant avec des acteurs qui, eux, sont spécialisés sur la collecte de données sur site industriel. Par exemple, dans le Biochar, qui est une grosse technologie qu'on certifie. Il y a des acteurs qui sont spécialisés. C'est ça ? Le Biochar, c'est passionnant, c'est une technologie qui est vraiment passionnante. C'est la technologie de séquestration de CO2 qui prouve à l'heure actuelle qu'elle a le plus gros potentiel de développement et de scale. La manière dont ça fonctionne, c'est qu'on va prendre des résidus de biomasse, par exemple des déchets forestiers. Et donc la biomasse, quand elle a grandi par photosynthèse, a absorbé du CO2. On va prendre du coup des résidus forestiers. On va faire ce qu'on appelle une pyrolyse. Donc une pyrolyse, c'est le fait de faire chauffer sans oxygène cette biomasse. Et par ce procédé, on va obtenir un matériau qui est très riche en carbone, qui s'appelle du biochar. Ça ressemble un petit peu à du charbon, mais comme il a été chauffé sans oxygène à une certaine température qui est très élevée, ça devient du biochar. Et en fait, le biochar, du coup, contient le CO2 qui était contenu lui-même dans la biomasse qu'on a gardé. Et le biochar, si tu l'épand notamment dans des sols agricoles, par exemple, ça a beaucoup de vertus en termes d'eau, par exemple. Ça a aussi des vertus sur la richesse des sols. Et en fait, ça a la faculté à garder le CO2, à le séquestrer pour des millénaires. Oui, exactement, des milliers d'années. Et c'est à l'heure actuelle, dans les tonnes qu'on appelle délivrées de CO2 séquestré, donc les projets qui effectivement montent, qui séquestrent du CO2 année après année, le biochar est de très loin celui qui a le plus gros potentiel de scale. Top. Alors en termes de positionnement, vous êtes encore assez jeune par rapport à des gros acteurs. Donc, comment est-ce que vous arrivez à tirer votre épingle du jeu, à vous faire connaître ? Est-ce que vous avez des marchés sur lesquels vous êtes plus présent que d'autres, des pays ? On a un positionnement déjà qui est assez différenciant sur le marché, dans le sens où on est concentré essentiellement sur des projets, comme je disais, industriels, et qui sont proches de la chaîne de valeur et de la géographie des acheteurs finaux de crédit carbone. Ce qu'on cherche à créer, nous, dans la contribution carbone ou l'achat de crédit carbone, c'est une logique entre l'acheteur final et le projet qui vient financer. Par exemple, on a des projets qui sont des projets de matériaux de construction biosourcés, et c'est notamment des entreprises de la construction qui ont acheté ce type de crédit. De la même manière, on fait du reconditionnement de matériel électronique. Et ça, c'est des entreprises comme Orange ou Bouygues qui ont acheté ce type de crédit parce qu'il y a un lien avec leur activité. Donc on cherche à créer en fait un alignement et une pertinence entre l'acheteur de crédit carbone et le type de projet qu'il va financer, ce qui est assez différenciant sur le marché. Donc assez rapidement, quand on s'est lancé, les gens ont entendu parler de nous parce que ce positionnement, je pense, intriguait et intéressait les gens. Ça, c'était la
vraiment sur le type de positionnement qu'on a. On est aussi très concentré sur des projets dans un premier temps en Europe, même si maintenant on a de plus en plus de projets qui sont en dehors d'Europe pour différentes raisons, mais notamment parce que sur la séquestration de CO2, tu as des potentiels beaucoup plus importants dans des régions en dehors d'Europe. Mais comme on avait beaucoup de projets en Europe et qu'on s'adresse avant tout à des acheteurs européens à l'heure actuelle, tu avais une logique géographique sur le fait de te dire qu'ils allaient financer des projets qui étaient proches de leur zone d'opération. Donc ça, c'était sur le positionnement avant tout. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'on a beaucoup investi, comme je le disais, sur la partie scientifique et technologique pour s'assurer que ce qu'on développait, c'était à la fois le plus transparent possible, le plus simple en termes d'utilisation pour les projets et les acheteurs de crédit carbone, et aussi très facile à comprendre. Et après, du côté scientifique, on a énormément investi pour s'assurer que le standard soit de la plus haute qualité. Et du coup, quand on rentre en contact avec des gens et qu'on leur explique ce qu'on a fait, qu'ils regardent en détail ce qu'on a fait, quand on a aussi la validation de grands groupes déjà, alors qu'on est une boîte effectivement encore assez jeune, comme je le disais, on travaille avec la BNP, on a vendu des crédits à Orange, à Bouygues, à AG, qui est un très gros groupe d'assurance et de construction belge. Les gens en fait commencent à comprendre qu'il y a quelque chose qui se fait à ce niveau-là. Et maintenant, on continue en fait d'investir très fortement et dans la tech et dans la science pour garder toujours un niveau de qualité qui soit important. On n'a pas du tout investi en marketing par contre. Donc on a très peu investi sur la marque. C'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse maintenant. On rentre dans une nouvelle phase maintenant de... Exactement, c'est vrai. Mais on a un gros plan effectivement sur les 6 prochains mois pour investir fortement dans la marque et faire reconnaître le standard. C'est super tout ce que tu m'as raconté, mais derrière, comment vous financez tout ça au départ? Parce que ça nécessite, tu parlais d'un PhD que tu as recruté, de la tech, etc. Vous avez levé des fonds quand même pour financer ça? Oui, on avait fait un premier tour de financement il y a 2 ans à peu près. On avait fait rentrer un acteur qui est spécialisé sur de la tech industrielle et climat, qui est un des gros fonds de VC européens qui s'appelle Speed Invest. Et après des acteurs français et des business angels internationaux, qui nous a permis effectivement de développer la partie scientifique, technologique, de faire les premières preuves aussi opérationnelles et de montrer que notre vision de base était quelque chose qu'on pouvait rendre concret. Et on a closé du coup effectivement début d'année un nouveau tour de financement qui va être annoncé très bientôt, où là on a continué du coup avec nos investisseurs existants plus de nouveaux fonds européens qu'on a fait rentrer, parce qu'on a une grosse ambition de faire un vrai acteur européen qui s'impose sur ce marché-là. Et donc c'était important pour nous d'élargir la cap table à d'autres géographies également. Top, merci Ludovic, c'est hyper intéressant. Alors, je sais que tu as écouté quelques-uns de mes épisodes et donc je termine toujours par une recommandation de bouquin à la fin de mon podcast. Donc, qu'est-ce que tu nous recommandes aujourd'hui? Et bouquin ou podcast, sur les podcasts, peut-être une première recommandation, il y a une série de podcasts que j'ai écouté récemment qui est hyper intéressante. Le podcast s'appelle Sismic de Julien Dévoré. Et il a fait une série de 3 podcasts qui s'appelle Les Architectes du Chaos en janvier. Ah, ok. Qui en fait sur tous les enjeux et tout ce qui se passe derrière l'arrivée de Trump au pouvoir, et il essaie en fait aussi de comprendre et de décrypter les différents mouvements qui se placent sous MAGA, donc le mouvement de Trump, et c'est passionnant. C'est 3 épisodes d'1 heure, il y a énormément de recherches, c'est très documenté, et moi c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé ces derniers mois, comme beaucoup de personnes j'imagine, et je trouvais vraiment que l'analyse qu'il donnait était extrêmement bonne. Et après sur les bouquins, moi j'ai plutôt tendance à lire des bouquins qui sont, on va dire, pas tellement des bouquins business, mais j'utilise plutôt la lecture pour m'ouvrir créativement à d'autres choses, etc. Les livres auxquels je reviens toujours, que j'aime beaucoup, c'est les livres de Romain Gary notamment. Parce qu'en fait, ça a été écrit deuxième moitié du XXe siècle, il y a beaucoup de choses qui résonnent, je pense notamment en ce moment avec notre monde actuel. Et si je dois en choisir un seul, ce serait probablement Les Cerfs-Volants de Romain Gary. Ok, que j'ai pas lu. Excellent, je te le conseille. Merci Ludo, c'était top. Merci Solène, à toi. Et bravo pour ce que vous êtes en train de monter. Merci, à toi aussi. Allez, à bientôt. Merci d'avoir suivi FinScale. Abonnez-vous à la newsletter sur Substack pour ne rien manquer des dernières innovations. Retrouvez aussi le podcast en audio sur toutes les plateformes d'écoute et en vidéo sur YouTube. À très vite avec Solène Niederkorn.